Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Une des plus grandes caravanes de migrants de l'année, organisée grâce à des QR codes, a quitté lundi matin la ville de Huehuetan dans le sud du Mexique. Elle compte plus de 3000 migrants. Après son arrivée au pouvoir, l'administration Biden a rapidement retiré les politiques frontalières de l'ère Trump, en particulier la politique dite « rester au Mexique », qui obligeait les demandeurs d'asile à rester au Mexique en attendant les audiences pour leur demande d'asile. La crise migratoire engendrée par les politiques de Joe Biden est certainement l'une des pires de l'histoire des États-Unis. Les douanes et la protection des frontières ont annoncé il y a peu que plus de 1,7 million d'immigrants illégaux sont entrés aux États-Unis depuis octobre 2020, battant ainsi tous les records. Et une source de la Border Patrol a déclaré à Fox News que jusqu'à 60 000 immigrants se rassemblaient du côté mexicain de la frontière et avaient l'intention d'entrer aux États-Unis dans les prochains jours en prévision de la réapplication de la politique de l'administration Biden. L'escalade de cette crise migratoire écrasante a conduit le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, à prendre des mesures. Le Center for Immigration Studies a rapporté qu'Abbott avait donné à quelques 3000 soldats de la garde nationale du Texas le pouvoir d'arrêter pour la première fois des immigrants illégaux dans le cadre de l'opération Lone Star. Parmi les 1,7 million d'immigrants illégaux entrés cette année aux États-Unis, on compte plus de 1,1 million d'adultes célibataires, très majoritairement de jeunes adultes. La présence de ces jeunes célibataires représente une menace directe pour la stabilité sociale de la région. Mais ce n'est pas le seul problème. L'explosion de l'immigration illégale a accompagné l'explosion du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. En mai dernier, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait déclaré déjà que la quantité de fentanyl saisie à la frontière était suffisante pour tuer toute la population de New York, soit près de 20 millions de personnes. Le Texas a en effet enregistré une augmentation de près de 800% en avril par rapport à avril 2020 de la quantité de fentanyl saisie par le ministère de la Sécurité publique. Jusqu'en 2017, une grande partie de ce fentanyl venait directement de Chine. Mais l'arrivée de Trump a compliqué la donne et les cartels mexicains sont devenus les intermédiaires privilégiés. Comme le montre un article de France Inter que je vous avais cité dans une vidéo précédente, la Chine reste le principal fournisseur de précurseurs, ces substances chimiques nécessaires pour produire médicaments et drogues de synthèse. C'est pour cela que les cartels mexicains ont établi des liens avec la Chine dès les années 1990-2000. Fin de citation. Maintenant, il faut essayer de comprendre plus en profondeur le rôle du Mexique dans cette guerre. Il est important de noter que le mouvement communiste américain, et plus particulièrement Liberation Road, le principal groupe communiste pro-chinois, voit le Mexique comme la clé de la révolution américaine. Leur stratégie est très claire, rendre la frontière poreuse, parce que l'effondrement de la frontière américaine entraînera l'effondrement des États-Unis. Cela ouvrira la voie à une république socialiste s'étendant de l'Amérique latine jusqu'au Canada. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a été élu en 2018. Comme il s'est plié aux demandes de Trump pour contenir l'immigration pendant qu'il était en poste, beaucoup de gens ont une impression positive d'Obrador. Pourtant, la réalité est tout simplement à l'opposé. En tant que fan de Simón Bolívar, Obrador aimerait voir une nouvelle révolution pour unir tous les pays d'Amérique du Sud sous un même drapeau, sans frontières. Durant l'été, Obrador a fait un discours qu'on retrouve justement sur le site de Liberation Road et sur le site du Parti communiste américain. Il y parle de la révolution bolivarienne et de la nouvelle révolution qu'il aimerait voir en Amérique. Simón Bolívar était le célèbre patriote qui a libéré plusieurs pays d'Amérique latine des Espagnols dans les années 1820, et il est aujourd'hui vénéré comme un héros en Amérique latine. Mais pour Obrador, la prochaine étape est de les libérer de l'hégémonie américaine. Le discours d'Obrador est assez policé, mais pour comprendre son intention réelle, il suffit de trouver les phrases clés de son discours que voici. 2 phrases très claires. Je cite. « La proposition n'est ni plus ni moins que de construire quelque chose de similaire à l'Union européenne. Nous devons définir ensemble des objectifs très précis. Par exemple, arrêter de rejeter les migrants, principalement des jeunes, alors que pour grandir, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qui, en réalité, n'est pas suffisamment disponible aux États-Unis ou au Canada. » Fin de citation. D'abord, il est intéressant de noter qu'il dit « nous » alors qu'il parle du Canada et des États-Unis.
Quoi qu'il en soit, il appelle à une alliance d'États d'Amérique latine qui s'opposera aux États-Unis, conduira à l'abolition des frontières et dissoudra essentiellement toute distinction entre l'Amérique latine et les États-Unis d'Amérique. C'est la révolution communiste américaine dont il rêve. Donc nous voyons ici très clairement que la crise migratoire à la frontière américano-mexicaine est une attaque délibérée, coordonnée par les socialistes d'Amérique. Obrador a commencé sa carrière au Mexique au sein du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, qu'il a quitté en 1983 pour participer en 1989 à la fondation du Parti de la Révolution démocratique. Il a ensuite fondé en 2012 le mouvement de régénération nationale, Morena, avec lequel il a conquis le pouvoir en 2018. Récemment, les services de renseignement mexicains ont publié des documents montrant qu'il était en réalité un membre du Parti communiste mexicain dans les années 1970, auquel il a donné de l'argent. D'après les rapports, dont certains signés par le chef même de l'agence de l'époque, Obrador était un dirigeant local du Parti communiste mexicain, infiltré au sein du PRI afin de l'affaiblir de l'intérieur. Alors Obrador a nié ces révélations. Il y a déclaré « Je n'étais pas membre du Parti communiste, mais j'ai soutenu les militants sociaux. » À vous d'apprécier la nuance. Pourtant, les preuves disponibles sont accablantes. Mais Obrador est également très fortement lié au Forum de Sao Paulo, créé au début des années 90 par Fidel Castro de Cuba et Lula da Silva du Brésil. L'idée était d'unir tous les partis terroristes révolutionnaires, les partis communistes, les partis socialistes, les partis sociaux-démocrates d'Amérique latine. On peut dire que c'était une réactivation locale, continentale, de la conférence de la Havane tenue au milieu des années 60, comme son nom l'indique, à Cuba. Aussi appelée la tricontinentale, parce qu'elle recevait les mouvements révolutionnaires et terroristes d'extrême gauche de 3 continents, Afrique, Asie et Amérique du Sud. C'est d'ailleurs pendant cette conférence que les marxistes pro-palestiniens, Arafat et Georges Habash, découvriront le détournement d'avions. En effet, le détournement d'avions par des terroristes, qui va culminer avec les attentats du 11 septembre 2001, est à l'origine une invention des marxistes cubains. Depuis plusieurs années déjà, Fidel Castro y faisait détourner des avions de tourisme américains pour qu'ils viennent se poser à Cuba. Il ne s'agissait alors pas d'en faire des otages. Le plus souvent, Fidel Castro accueillait les touristes en personne, le cigare à la bouche, leur faisait faire un tour de l'île devant les caméras des journalistes et ensuite, après une courte séance d'endoctrinement marxiste, l'avion pouvait repartir. L'objectif était triple, humilier les États-Unis, toucher des droits de douane et enfin faire sa publicité gratuite sur la scène internationale. Et donc 2 ans après la conférence de la Havane, le 23 juillet 1968, les Palestiniens ont mis en pratique pour la première fois ce qu'ils avaient appris à Cuba en détournant un avion d'une compagnie israélienne, mais là avec la volonté d'en faire de vrais otages pour obtenir des concessions, qu'ils ont d'ailleurs obtenues très rapidement. Alors revenons après cette parenthèse aux conséquences du Forum de Sao Paulo. Pendant les années 90, nous avons eu ce qu'on appelait à l'époque la marée rose. Le Chili, l'Argentine, le Venezuela et évidemment le Brésil sont tous devenus socialistes. La raison d'être du Forum de Sao Paulo était de rendre au spectre communiste ce qu'il avait perdu en Europe de l'Est. Le président mexicain Obrador était et reste une partie intégrante de ce processus. D'ailleurs, pour finir, Democratic Socialist of America, la plus importante organisation marxiste américaine, qui a des liens avec Obrador, vient de voter pour intégrer le Forum de Sao Paulo. Democratic Socialist of America compte environ 6 représentants au Congrès américain, des dizaines de représentants dans les États. Il a un contrôle important, voire total, sur les syndicats et même dans certaines églises. Ils sont maintenant alliés au Forum de Sao Paulo, mis en place par Fidel Castro et Lula pour amener le socialisme en Amérique. Le Mexique compte 130 millions d'habitants. Si l'économie mexicaine continue de tourner, notamment avec l'industrie du médicament et des usines automobiles, le Mexique est un des endroits les plus dangereux au monde en termes de criminalité. La violence des gangs n'a rien à envier en réalité aux terroristes de Daesh. Et si la situation se dégrade encore, combien des 130 millions de Mexicains vont-ils franchir la frontière ? Combien de Guatémaltèques, de Nicaraguayens, d'Égyptiens, de Gambiens, de Togolais vont en profiter pour passer la frontière ? Donc revenons maintenant sur Liberation Road, les routes de la libération. Quelques centaines de militants communistes pro-chinois. Ils ont récemment mis sur pied un comité de solidarité mexicain, dirigé par Meiju Loé.
une ancienne camarade de Liberation Road de Boston, active dans le mouvement depuis les années 1970, américaine d'origine chinoise. L'ensemble du groupe est composé d'anciens militants communistes de la Liberation Road depuis les années 70. Le comité de solidarité mexicain de Liberation Road s'efforce de renforcer la solidarité aux États-Unis pour Obrador et son parti, Morena, essentiellement pour faire travailler ensemble la gauche mexicaine et la gauche américaine, pour garder les frontières ouvertes autant que possible afin de promouvoir la solidarité transfrontalière. Leur principal lien avec le Mexique est un homme appelé Javier Bravo. C'est un universitaire mexicain qui vit la moitié de l'année à Cuba. Il a étudié en Union soviétique juste au moment de l'éclatement de cette dernière. Voici une photo de lui avec Obrador. Pour Liberation Road, la révolution américaine viendra du Mexique. Cela remonte en fait au célèbre mouvement La Raza des années 70, où les mêmes personnes qui sont derrière Liberation Road parlaient de redonner le sud-ouest américain au Mexique. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie, ils utilisent les lois et l'administration du Parti démocrate pour dissoudre les frontières américaines. Dans cette bataille, le Texas joue évidemment un rôle central, il est en première ligne. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cet épisode, le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, a déployé la garde nationale pour essayer d'améliorer la situation. Cela montre que dans le système fédéral américain, les États fédérés ont encore un certain pouvoir. C'est pourquoi la prise du Texas par les forces de gauche est devenue une priorité. C'est une guerre de longue haleine, le Texas ne tombera pas demain, mais avec une stratégie qui a déjà porté ses fruits dans des États réputés imprenables pour les démocrates, il se pourrait bien que d'ici 2 à 3 cycles électoraux, le Texas bascule dans le camp bleu. Ce moment pourrait signifier la fin de la démocratie américaine. Voici pourquoi. Le Texas détient 38 voix électorales lors de l'élection présidentielle. La Californie en détient 55. Et pour remporter l'élection, il faut passer la barre des 270 grands électeurs. Donc vous avez d'un côté les républicains qui tiennent le Texas et de l'autre les démocrates qui tiennent la Californie. Avec chacun possédant un de ces deux gros États, les forces sont plutôt équilibrées. Mais si le Texas tombe dans le camp démocrate, alors cet équilibre sera complètement détruit. L'Amérique deviendra un pays avec un seul parti. C'est pourquoi le Parti démocrate, l'extrême gauche américaine et les communistes américains, parfois en lien direct avec les communistes chinois, mettent tous leurs efforts dans cette bataille. Et ces efforts passent principalement par une organisation, le Texas Organizing Project, ou TOP. Il s'agit d'une organisation dirigée par des communistes qui exercent ses activités dans d'autres États sous des noms différents, mais toujours contrôlés par le Parti communiste. Des organisations telles que Detroit Action, Black Leaders Organization for Communities dans le Wisconsin, Pennsylvania Stand Up, le New Georgia Project et la New Virginia Majority font partie de ce réseau d'extrême gauche. Dans mon documentaire sur Black Lives Matter, je vous avais parlé de la New Virginia Majority. Leur victoire dans un État républicain a été présentée comme un exemple à suivre. Eh bien, ils sont en train de le suivre au Texas. Là encore, derrière toutes ces organisations, nous retrouvons en soutien l'organisation communiste Liberation Road qui est pro-Pékin. Son objectif principal est d'amener les groupes minoritaires à voter démocrate. TOP est la plus ancienne, la plus organisée et la plus efficace de ces organisations. Mais comme le Texas a un fort ancrage républicain, son travail n'a pas encore permis la victoire. Les zones où TOP est le plus actif sont le comté de Dallas, le comté de Harris à Houston et le comté de Bexar à San Antonio. Ces zones sont les 3 principaux centres de population du Texas. TOP s'appelait à l'origine ACORN, Association des organisations communautaires pour la réforme maintenant, qui a été dénoncée pour fraude électorale. Il s'est donc simplement réinventé sous un nom différent. ACORN avait été fondé en 1970 par l'organisateur communautaire d'extrême gauche Wade Raske. Avec un programme anticapitaliste et socialiste, le groupe a continué à se développer et entrer en politique dans les années 1980. En 1998, il a été reconnu coupable de fraude à l'inscription des électeurs. Le frère du fondateur, Dale Raske, a été reconnu coupable d'avoir détourné plus d'1 million de dollars d'ACORN, mais l'organisation l'a gardé au sein de son conseil d'administration jusqu'à sa démission en 2008. Sur les 1,3 million d'inscriptions électorales obtenues par le groupe en 2008,
Environ 400 000 se sont révélées incomplètes ou frauduleuses, et l'année suivante, des arrestations ont eu lieu parce que des personnes étaient payées pour leur inscription sur les listes électorales. L'indignation du public face à ces fraudes a continué de croître et l'organisation a été dissoute en 2010. Les deux fondatrices de TOP, Ginny Goldman et Michelle Tremillo, étaient d'anciennes dirigeantes d'Acorn. En 2016, TOP avait un budget de 3 millions de dollars et 40 employés. En 2018, lorsqu'ils ont soutenu Beto pour le Sénat du Texas, ils sont passés à 575 employés et ont frappé à plus de 300 000 portes. TOP a de nombreux dirigeants affiliés au Parti communiste et il s'efforce de placer dans la fonction publique, au niveau local, des personnes qui le soutiennent. Rosie Castro, originaire de San Antonio, siège au conseil d'administration de TOP et a travaillé avec le Parti communiste américain dans les années 70. Le conseil d'administration de TOP compte également Bernard Sampson, le chef du Parti communiste de Houston. Le révérend James Caldwell et de nombreux autres révérends sont membres de TOP et sont également membres du Parti communiste. En 2014, le Parti communiste et TOP ont fait campagne pour que Sylvia Garcia soit élue représentante du Texas. Elle est maintenant au Congrès et reste très fidèle à TOP. En 2020, elle a soutenu Penny Shore en tant que représentante de l'État du Texas pour le Parti démocrate. Penny Shore est membre du Parti communiste de Houston. Avec l'aide de TOP, elle a été élue. TOP a également contribué à faire élire le maire de gauche à Houston, Sylvester Turner, et Colin Allred de Dallas au Congrès. Allred a des liens avec les Democratic Socialists of America et Battleground Texas. Ces organisations travaillent ensemble pour se faire élire mutuellement à des postes législatifs. Le Parti communiste américain est pro-chinois, ce qui veut dire qu'ils reconnaissent le Parti communiste chinois comme leur modèle à suivre. Battleground Texas a été fondé en 2013 par des démocrates du Texas cherchant à faire du Texas un État où les démocrates pourraient rivaliser, à égalité, avec les républicains lors des élections. Jeremy Bird, le conseiller principal du groupe, a été directeur de la campagne 2012 d'Obama. Sur leur site web se trouve une citation claire qui explique tout ce que je vous ai dit auparavant. Je cite : « Battleground Texas est un effort local avec des implications nationales. Avec nos 38 votes électoraux, une fois que le Texas devient bleu, plus aucun républicain ne pourra jamais se rendre à la Maison-Blanche. » Alors il faut bien sûr traduire. Un conservateur ne pourra plus jamais se rendre à la Maison-Blanche. Car si c'est un faux républicain comme les rhinos, ça ne pose évidemment aucun problème. L'objectif de ce mouvement est donc clair. Le Texas est au centre de la bataille, attaqué à la fois de l'extérieur, par l'invasion migratoire, mais aussi de l'intérieur par les forces d'extrême gauche. Si vous pensez que le Texas ne peut pas devenir démocrate, je peux facilement vous répondre que c'est exactement ce que disaient beaucoup de personnes de la Virginie, juste avant qu'elle ne devienne démocrate. De la même façon, il semblait impossible que la Géorgie ait 2 sénateurs démocrates d'extrême gauche ou que l'Arizona soit dans une situation similaire. S'ils peuvent prendre le Texas, alors ils auront l'Amérique. Bien sûr, les forces conservatrices travaillent actuellement pour faire gagner un parti républicain nettoyé aux prochaines élections. Et comme je l'ai déjà dit, les désastres successifs de l'administration Biden peuvent lui servir. Malheureusement, même si elles réussissent, ça ne sera que la première victoire. Il ne faut avoir aucun doute sur le fait que l'extrême gauche jouera alors une autre carte, la guerre civile. Comme l'a déclaré récemment une figure anti-Trump, une guerre civile aura lieu en cas de victoire de Trump en 2024. Fiona Hill, une américano-britannique qui a témoigné contre le président Trump lors de la première tentative de destitution, a déclaré que s'il remportait à nouveau le bureau ovale en 2024, sa victoire serait déclarée illégitime et pourrait même déclencher une guerre civile ouverte. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.